Olivia Detroya. Bonjour Anne-Emmanuel. Merci d'être en direct sur le plateau de Point de vue. Vous êtes journaliste au service éco du Figaro où vous suivez entre autres le secteur agricole. Alors ce matin, le Premier ministre a réuni plusieurs ministres et préfets des départements concernés par l'épidémie de dermatose. Au moment où on se parle, Olivia, il est sorti des choses, on sait ce qu'il en est et... Non, pas à ce stade. Ils sont toujours en réunion, en discussion. Effectivement, on a eu ce déplacement hier d'Annie Genevard à Toulouse pour essayer de lancer la vaccination et calmer un peu le mouvement agricole. Et ce matin, cette réunion convoquée par le Premier ministre pour surveiller de près ce moment qui reste très sensible. Annie Genevard, qui a pris la parole avant cette réunion, a qualifié ce moment de très sensible. Et l'idée étant de voir un peu comment éviter que cette traînée de poudre qu'on a vue depuis 3-4 jours se propager dans le sud-ouest, soit contaminée, oui, en tout cas se répande voilà, partout en France. Donc l'objectif, c'est ça, c'est contenir la colère. Oui, c'est contenir la colère. On voit que pour l'instant, elle est contenue en Occitanie, c'est-à-dire dans le grand sud-ouest, où la dermatose nodulaire, qui est cette maladie bovine qui touche les élevages depuis cet été, était encore active ces dernières semaines, et surtout que la colère se propage à l'ensemble du pays, notamment avec un autre sujet important, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, autour du Mercosur, qui est ce fameux traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, sur lequel on attend des réunions importantes en fin de semaine. Alors c'est vrai que on n'attendait pas forcément la colère agricole sur ce sujet des maladies animales. La dermatose, elle existe elle est arrivée en France cet été. On a eu ce sujet des abattages totaux qui étaient décidés dès cet été en Savoie, sans que ça crée plus des mois que ça. Alors c'est effectivement les élevages. Donc là, c'est un peu la surprise. Ouais, c'est la surprise parce qu'en fait, la maladie est arrivée, je pense, dans une région qui, d'un point de vue syndical, est un peu plus remuante que le reste du pays. On sait que voilà, la coordination rurale et la Confédération paysanne sont un peu plus actives, sont plus représentées dans ces régions-là. Ce sont des régions aussi, le Grand Sud-Ouest, qui cumulent un peu les difficultés des maux agricoles. Il y a une sécheresse depuis plusieurs années. Il y a la crise de la viticulture, dont on entend beaucoup parler, la crise céréalière aussi. C'est une région qui est très touchée par le changement climatique. Et c'est vrai que c'est un peu la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, comme on dit, et qui explique donc voilà cette... Est-ce que c'est une région qui n'est pas... où l'élevage n'est pas... pas prioritaire, mais prépondérant, non? Non, les grandes régions d'élevage sont effectivement le Grand Est et puis la Bretagne, évidemment. Mais c'est vrai que ce sujet de la dermatose, elle touche beaucoup parce que, on l'a expliqué, abattre un troupeau, c'est abattre le travail de toute une vie. C'est pour un éleveur qui fait vraiment partie des filières agricoles qui sont les plus en difficulté aujourd'hui, quelque chose de difficile à supporter. C'est pas quelque chose de nouveau. Si vous regardez la grippe aviaire, par exemple, qui a sévi pendant une dizaine d'années, tous les ans en France, on faisait la même chose. On dépeuplait, ce qu'on appelle... dépeupler, c'est abattre. C'est abattre un troupeau. Quand il y a un foyer de contamination, on abat l'ensemble de l'élevage pour éviter que ça se contamine. Ça a été très durement vécu par les éleveurs volaillers, puisque ça touche pour le coup la volaille, mais il n'y a pas eu ce mouvement de contestation parce que peut-être que leur rapport à son animal ou à sa volaille est moins affectif qu'un troupeau qu'on a mis des années à construire, à constituer, qui est souvent... On les garde combien de temps, les vaches, en général? Ça peut se garder, ça dépend des races, mais ça peut durer une dizaine d'années. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas un élevage à un instant T, c'est souvent un élevage, c'est issu de croisements, de plusieurs générations de vaches. Donc il y a un sujet de génétique aussi. Quand on abat un troupeau, c'est souvent des bêtes qui, d'un point de vue génétique, ont nécessité des années, voire des décennies de travail. Donc c'est pour ça que ça suscite autant d'émotions. C'est ça. Et on est vraiment dans l'émotion parce que si vous regardez, et c'est vrai que les chiffres sont souvent froids, mais si on regarde les chiffres, on est sur une maladie qui est relativement contenue. On a abattu un peu plus de 3000 animaux sur un cheptel de 15 millions de vaches. Oui, donc en termes de pourcentage, c'est petit. C'est beaucoup moins de 1%. On a aujourd'hui à peu près 80 000 élevages laitiers et bovins en France. Il y en a 80 qui ont été touchés. Donc
voilà, sur les chiffres en eux-mêmes, c'est des petits chiffres. Voilà, c'est des petits chiffres, mais c'est un grand mal-être agricole. Hier, la ministre Annie Genevard était sur le terrain, dans le sud-ouest, pour rencontrer les éleveurs, pour expliquer sa stratégie, parce que c'est ça qui est le point de conflit. Il y a d'une part la stratégie du gouvernement et à laquelle s'opposent les éleveurs. Ils ne sont pas d'accord. En fait, ce qui cristallise les frustrations, c'est un désaccord sur la stratégie sanitaire qui a été mise en place. Donc la stratégie sanitaire, c'est 3 points. C'est on abat les troupeaux qui sont touchés, ne serait-ce qu'une seule bête qui soit contaminée, on abat l'ensemble du troupeau. On limite les déplacements dans une zone de 50 km autour du foyer. Et on indemnise les éleveurs. Et c'est là-dessus que notamment la Confédération paysanne et la coordination rurale ne sont pas d'accord en disant on n'a pas besoin d'abattre tout un troupeau. Ce sur quoi les vétérinaires sont en désaccord. Et c'est là toute la difficulté d'Annie Genevard, c'est qu'elle doit d'un côté, elle est un peu sur une ligne de crête en fait, elle doit d'un côté gérer cette frustration agricole et s'assurer que la maladie ne flambe pas partout en France. Parce que si jamais elle flambe et qu'elle se propage, elle est très contagieuse. C'est vrai que le taux de mortalité est relativement limité, c'est 10% dans les élevages qui sont touchés. En revanche, elle est très contagieuse. Donc, elle se propage quoi, par les mouches? Elle se propage par les mouches ou par les taons. Donc, ce sont des insectes qui, en fait, piquent un animal qui est contaminé et l'amènent à d'autres animaux. Donc, était considéré le fait qu'au-delà de 50 km, si jamais on limitait les mouvements d'animaux, eh bien, il n'y avait pas de raison que ça se propage. Alors, ce que dit une partie du gouvernement et aussi de la FNSEA, c'est que si elle se propage au-delà de la Savoie, ce qui s'est passé, donc qui a fait des sauts de plusieurs centaines de kilomètres, c'est aussi parce que certains éleveurs ou certains élevages n'auraient pas respecté les consignes sanitaires qui ont été données par le gouvernement. Il y aurait eu des déplacements d'animaux illicites, en fait. Illicites, oui. Voilà. C'est-à-dire, alors, sciemment ou pas, mais c'est-à-dire un éleveur qui aurait déplacé une bête contaminée au-delà de la zone autorisée. Ce qui est difficile, c'est que le temps d'incubation de la maladie est très long, c'est plus de 28 jours. Donc, on peut très bien déplacer un animal qui est contaminé sans le savoir, et que ça contamine un autre élevage. Donc Annie Genevard a dit hier, je ne reviendrai pas, en tout cas à ce stade, sur l'abattage total. En revanche, ce que je peux faire, c'est élargir la vaccination aux animaux, les zones de vaccination, puisque c'est le 3e point, j'ai oublié de le citer tout à l'heure. Il y a une stratégie de vaccination dans les zones réglementées. Elle dit on va aller au-delà des zones réglementées, notamment dans tout l'arc méditerranéen, pour essayer de vacciner le plus largement possible, là où la maladie circule. Mais les agriculteurs, eux aussi, ont leurs propositions et il y a aussi, ils se sentent pas entendus ni respectés. Il y a aussi cette dimension. Oui, alors c'est vrai que c'est assez frappant. Je parlais avec un agriculteur hier qui me disait mais on a l'impression d'être pris pour des débiles et qu'on ne comprend rien à ce qui se passe. En fait, les agriculteurs se disent nous on vit dans nos élevages tous les jours, on sait ce qu'il faut faire et effectivement on considère que si un animal est touché, il n'y a pas lieu d'abattre tout le troupeau. Faisons un abattage sélectif des bêtes malades, les autres, on les confine, on désinsectise tout, et puis c'est comme ça qu'on pourra contenir la maladie. Ce qui, pour le coup, n'est pas partagé par la communauté scientifique. La difficulté, c'est de savoir jusqu'où on fait confiance ou non à la science, et c'est vrai qu'on entend dans les élevages, faites confiance au bon sens paysan, on sait gérer, on connaît nos bêtes. À mon sens, c'est une stratégie un peu risquée parce que si jamais on perd le contrôle qu'on a sur la maladie aujourd'hui, je disais, elle est plutôt contenue. Si jamais on perd le contrôle, c'est un peu comme le Covid. Une fois que c'est parti, ce sera compliqué. Ça se répand très vite. Donc il faut contenir. Voilà, il faut contenir. Et c'est vrai que la ministre a dit, et comme la FNSEA d'ailleurs, a dit faisons confiance à la science, rien que la science. Oui, vous l'évoquiez tout à l'heure, la maladie a démarré cet été. C'était en Savoie et en Haute-Savoie. L'exemple savoyard a donné, a fonctionné. Alors, c'est ce que dit effectivement le gouvernement et a raison. La première fois qu'on a vu cette maladie, c'était le 29 juin. Et assez rapidement a été mise en place cette stratégie d'abattage massif et de vaccination dans les zones réglementées. Et à ce stade, la maladie ne circule plus dans cette région-là. Ça a été, je pense, peut-être mieux expliqué ou peut-être géré plus localement avec des préfets qui se sont peut-être plus impliqués dans la stratégie, ce qui peut expliquer que
Qu'il ça n'y se a soit pas, plutôt ça n'a bien pas suscité passé. Ouais, on entendait des éleveurs qui disaient, qui exprimaient la difficulté, mais qui adhéraient plutôt à l'idée en disant voilà, je sais qu'il y a mon intérêt personnel et les dommages que je vais avoir, mais il y a aussi l'intérêt collectif qui est celui de protéger l'ensemble du cheptel français. Voilà, et c'est C'est là où, effectivement ce qui a été mis en avant par les éleveurs savoyards. Il faut jouer collectif, hein, c'est-à-dire ouais. accepter de sacrifier parfois des bêtes pour sauver celles du voisin. Alors, Mm. ce qui tombe très très mal pour le gouvernement, c'est que cette crise agricole qui était pas tout à fait attendue, hein, inattendue, elle arrive au moment où l'Union européenne s'apprête à signer le fameux traité de Mercosur Oui. qui est négocié depuis plus de 25 ans. Oui, effectivement. Alors, on s'attendait à ce que la semaine sociale soit chargée d'un point de vue agricole cette semaine, Mm. puisqu'on a effectivement cette échéance, mais on ne pensait pas que ça viendrait du côté de la DNC et enfin, sur un sujet sanitaire. Là, on est sur un sujet de commerce international. On a effectivement d'ici la fin de la semaine, les États membres de l'Union européenne qui doivent se prononcer sur le traité de libre-échange qu'on a dit du Mercosur avec les pays de l'Amérique. Certains pays de l'Amérique latine, hein, Voilà, c'est le certains pays. Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay. Hein, de mémoire. Exactement. C'est un peu la dernière ligne droite de cet accord. Vous disiez, ça fait 25 ans qu'on le négocie. Il a été validé par la Commission européenne au mois de septembre. Là, ce sont les États membres qui doivent voter sur ce texte. Et la question pour la France, notamment, qui est opposée à ce texte, c'est de savoir si elle va pouvoir s'y opposer. Il faut pour ça deux choses. Soit négocier une minorité de blocage, donc avec d'autres pays suffisamment importants pour pouvoir s'opposer au texte et repousser le vote ou le rediscuter. Ou alors, si c'est impossible, eh bien, essayer d'assurer un certain nombre de garde-fous, de négocier un certain nombre de garanties pour que les filières qui soient le plus impactées, en tout cas défavorisées par ce texte, on parle de la filière évidemment bovine, de la filière sucre et de la filière volaille, et bien que ces filières-là, si jamais elles sont défavorisées, elles puissent avoir des compensations ou en tout cas des garde-fous qui permettent de limiter les volumes qui arrivent de ces pays-là vers l'Union Mais je européenne. n'arrive pas à comprendre finalement la position de la France, parce que moi j'avais cru comprendre qu'Emmanuel Macron était favorable au départ pour le Mercosur et maintenant il veut plus signer, c'est ça? Non, alors il a toujours été dit il a toujours dit qu'il était contre cet accord, en tout cas en l'état. Là où il y a une incompréhension, c'est effectivement il y a plusieurs semaines, il était au Brésil et il a dit qu'il était plutôt favorable, ce qui a suscité une véritable levée de boucliers dans les fermes françaises, qui sont avec un certain nombre de syndicats et d'agriculteurs qui se sont sentis trahis. Ce qu'il a voulu dire, en tout cas, c'est ce qu'a expliqué son entourage, c'est qu'il y était plutôt favorable avec les garanties qui avaient été négociées, obtenues auprès de Bruxelles sur ce texte, c'est-à-dire un certain nombre C'est quoi? ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde, Ouais. c'est-à-dire on considère que si les prix baissent trop, les prix de la volaille, les prix Par exemple, le prix du poulet français baisse trop en France parce qu'il y baisse a de trop 10% de poulet par brésilien. exemple. Voilà, exactement. Eh bien, ou si jamais les volumes importés dépassent ceux qui ont été négociés dans le cadre de l'accord, eh bien, à ce moment-là, on peut suspendre les importations à droit de douane nul ou réduit et on déclenche une enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de remettre un peu d'ordre dans les échanges, en tout cas dans les importations qui viennent de ce pays-là. Et on a aussi le sujet des clauses miroirs, et ça n'est pas négocié encore, c'est en cours de négociation, de savoir dans quelle mesure il est possible d'empêcher que des productions qui ne respectent pas nos normes de production européennes ne puissent pas rentrer dans l'Union européenne. Là-dessus, c'est un sujet qui est techniquement très compliqué, d'autant plus que je ne vois pas comment on peut garantir qu'il y ait des contrôles suffisants, que ce soit dans les fermes sud-américaines ou même aux frontières de l'Union européenne, pour s'assurer que les produits qui rentrent respectent bien nos normes à nous, les normes sanitaires, les normes de bien-être animal. Antibiotiques, par exemple. Voilà, donc effectivement... Mais c'est majeur quand même comme sujet. Ah bah c'est majeur. De savoir si on mange une viande avec antibiotiques ou sans antibiotiques. C'est majeur, mais c'est pas propre au Mercosur. C'est-à-dire que le sujet de la concurrence déloyale, on l'a même à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a un certain nombre de produits qui sont interdits. Alors, on parle de l'acétamipride, qui est cet insecticide néonicotinoïde, qui est vraiment l'exemple type de cette concurrence déloyale. C'est-à-dire c'est interdit aujourd'hui en France, c'est autorisé dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc ça suscite beaucoup de frustration. Et c'est le même sujet entre les volumes qui viennent du Mercosur et ceux qui rentrent dans l'Union européenne. Donc pour revenir sur ce que vous disiez, Emmanuel Macron considère
en gros que ce qui a été négocié cet été autour de ces mesures miroirs, autour de ces clauses de sauvegarde sont suffisantes. Le monde agricole n'est pas du tout d'accord de ce point de vue-là. Et pour le coup, tous les syndicats sur ce sujet-là sont assez alignés, que ce soit la FNSEA, la Confédération paysanne ou la coordination rurale. Et si là, le traité est effectivement voté par les États membres d'ici la fin de semaine, on risque d'avoir une contagion sociale importante. Ils appellent à la manifestation, hein, c'est ça? Oui, il y a une jeudi, manifestation. Alors ça, ce sera à Bruxelles. À Bruxelles, À oui. l'appel de la FNSEA, il y a des grosses manifestations qui sont attendues jeudi, puisque le vote formel des États membres est attendu le 19, donc vendredi. Sébastien Lecornu a demandé, me semble-t-il, dimanche ou lundi, à ce que le vote soit repoussé, en disant voilà, on est dans un contexte agricole tel aujourd'hui qu'on ne peut pas se permettre de mettre le feu aux poudres et de signer... alors pas dans l'urgence parce que ça fait longtemps qu'on négocie là-dessus, mais en tout cas de rajouter cet allume-feu-là sur la Dernière question, la France a une chance de faire reporter le Mercosur parce que d'autres pays européens, l'Allemagne, les pays scandinaves, sont très allants, l'Espagne sont très partants pour signer. Ils n'attendent que ça. Hein. Alors ça paraît compliqué parce que effectivement, et Ursula von der Leyen et une grande partie des pays européens poussent beaucoup pour que ce soit signé d'ici la fin de la semaine. Je pense que ce qui pourrait permettre de reporter, ce serait vraiment que la France arrive à constituer cette minorité de blocage. Donc c'est vrai que la Pologne est opposée au texte. La question, ce sera de savoir quelle sera la position de l'Italie c'est ça et de Giorgia Meloni qui souffle un peu le chaud et le froid là-dessus. Je pense qu'elle devra donner une position claire d'ici la fin de la semaine pour voir effectivement si on pourra s'opposer à ce texte ou non. Merci Olivia Detroya d'avoir été en direct avec nous. On va bien sûr continuer à suivre cette crise et colère agricole à travers vos articles sur lefigaro.fr. Et puis bien sûr, on va suivre ce qui se passe à Bruxelles en fin de semaine. Merci à vous d'avoir été en direct. Jeudi